Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Des goûts de luxe entre la Russie, l'Angleterre, le Japon et la Chine, entre le Darjeeling et le matcha, vous l'avez compris, nous allons parler de thé aujourd'hui avec Sylvain Aurébi. Bonjour. Bonjour. Le russe, c'est un peu vous, dirigeant de Kousmiti, avec également Lydia Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, ingénieur agronome de formation, expert ST. Vous avez notamment écrit 1001 secrets sur le thé aux éditions Pratt et on le verra dans un instant aussi beaucoup d'autres ouvrages. Maki Maruyama, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la maison de thé japonaise Jujetsudo. J'ai bien prononcé. Voilà, on est rue de Seine dans le 6e arrondissement. Et puis avec nous également Agnès de Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante de la maison Bedgeman & Barton. Là, on est plutôt chez les Anglais. Hein. Français, mais avec une... Français, mais d'origine anglaise. Avec, non, pas vraiment, mais on va voir un ça. peu. C'est d'origine anglaise. Oui, mais une petite Pourquoi le Bedgeman, pourquoi le Barton et pourquoi le End? Bedgeman & Barton, ils sont anglais. Il y a un anglais et un hollandais. Ah, d'accord. Voilà. Mais tout de suite, vous allez me dire que je commence à dire des bêtises. Non, ça, c'est vache. Hein, ça, c'est vache. Bah, puisque c'est comme ça, on va commencer par l'homme de la maison. Parce que il y a beaucoup de femmes autour de cette table pour parler de thé. Kousmiti, là, on est bien chez les Russes. Maison on fondée. était chez les Russes, on est maintenant français depuis 1917. 1867, création à Saint-Pétersbourg. 1914, arrivé à Paris. 1917, oui, avec la révolution russe. Oui, 17, c'est bien de le préciser. 2003, c'est l'arrivée de Sylvain Aurébi qui rachète la maison. 2006, la première boutique rue de Seine. Et depuis, vous avez essaimé. Comment vous qualifieriez d'un mot la maison Kousmiti, Sylvain Aurébi? Ah, d'un mot, c'est compliqué de résumer bientôt 150 ans d'histoire, mais c'est une maison traditionnelle qui a su se renouveler pour faire face aux défis du 21e siècle. Ah, c'est bien, ça c'est un beau... Ça mérite d'être clair, court, concis. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Alors, rien. Bedgeman et Barton, pardon. Donc vous me disiez, un Anglais, un Hollandais. Exactement. Ouverture à Paris, on est au début du XXe siècle aussi. 1919, voilà. Et c'était la première boutique de thé à Paris. Car avant, les boutiques de thé n'existaient pas. On achetait son thé chez l'épicier, voilà. Et donc là, c'est une vraie institution et une boutique où on a tout ce qui tourne autour du thé, voilà. Et vous êtes là depuis 10 ans. C'est ça. Vous, oui. Ouais. Personnel, vraiment intéressant. Mais Bedgeman & Barton, pourquoi il y a cette connotation terriblement anglo-saxonne? Alors vous nous dites que c'est un Anglais, mais un Hollandais, première boutique à Paris. Oui, parce qu'à la base, c'est un Anglais qui arrive donc en France et qui décide de faire connaître le thé aux Français. Donc voilà, donc c'est un Anglais qui s'est associé avec un Hollandais, mais la société est française depuis toujours, puisque... Voilà, puisqu'elle a vu le jour à Paris. Bah c'est bien, dans les dîners en ville, on sera moins bête pour les gens diront Bedgeman & Barton, grande marque anglaise. Alors là, on vient bien du Japon, on vient du négoce d'algues, 1854, 1980, c'est la création de la marque de thé, Jujetsudo, et l'arrivée à Paris en 2008. Oui, c'est récent. Hein, c'est récent, bien sûr. Il faut découvrir le thé japonais aux Français, c'est ça l'idée? Oui, tout à fait. C'est plutôt l'univers de thé japonais, oui. On verra tout à l'heure, c'est toute une cérémonie et uniquement des thés verts. Lydia Gauthier, c'est vrai qu'il y a un vrai renouveau sur le thé depuis quelques années et vous en êtes peut-être à l'origine, vous, parce que au départ vous étiez... Non, quand même. Non, mais en tout cas vous y aviez contribué. Vous au départ vous travailliez dans les vignes avant de vous spécialiser dans le thé. Tout à fait, puisque j'ai une formation d'ingénieur agronome, pas de possibilité de se spécialiser dans le thé en France, et donc j'ai fait une spécialité en agronomie tropicale. Ma première expérience professionnelle, c'était au Pérou, dans une hacienda qui produisait du vin. D'accord. Voilà. Et après, je voulais vraiment travailler sur le thé, et donc j'ai démarché des sociétés pour pouvoir parfaire mes connaissances du thé et commencer ma voie du thé. 1995, vous créez l'école du thé au Palais d'été, donc à Paris, jusqu'en 2002. Vous travaillez aussi avec les cafés Richard, qui font aussi du thé, vous conseillez, etc., pour créer des mélanges sur mesure à l'université des cafés Richard. Et donc, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, vous êtes spécialiste ST. Aujourd'hui, comment vous expliquez qu'on ait un petit peu redécouvert le thé autrement en France aujourd'hui et qu'on n'est plus cup of tea assise dans le petit salon de thé? Je pense que c'est parce qu'intrinsèquement, c'est un produit gastronomique.
on est un pays de la gastronomie, donc c'était tout naturel que le thé vienne aux Français et qu'il y ait une telle diversité qui se développe en France. C'est vrai que c'est un des rares pays, je pense, en Europe où on a autant de propositions de marques de thé et de diversité de thé avec des spécialistes notamment comme Jugetsudo ou des généralistes comme Benjamin Barton et puis spécialistes qui devient plus ou moins généraliste comme Kousmiki. Alors le thé, ça commence avec une origine. Alors, des origines. Des origines. Alors, le berceau du thé, c'est plusieurs pays. C'est l'équivalent du triangle d'or, en fait, au niveau de la répartition géographique. Donc, le nord du Laos, le nord de la Thaïlande, du Vietnam, le sud-ouest de la Chine. Et la domestication, on pense, est partie de Chine, dans le Yunnan, donc dans le sud-ouest de la Chine. Et ce sont vraiment les Chinois qui ont lancé les plantations de thé et la production massive de thé il y a plus de 5000 ans. Et ils sont encore assez dynamiques et efficaces, puisqu'on n'a pas de Chinois à notre table, parce qu'il y a 2-3 semaines, nous avons fait une émission spéciale Chine, où il y avait justement un des garants de la théophilie chinoise, qui nous expliquait un petit peu ses origines, cette géographie chinoise qui est très complexe, et effectivement que tout était un peu parti de là-bas. Donc on renvoie en replay ou en podcast à l'émission d'il y a 2 semaines, et là on a un cours... justement beaucoup plus pointu aujourd'hui. Alors justement, sur cette géographie, parce que là on voit les thés russes, des thés japonais, des thés finalement anglo-saxons. Aujourd'hui, les thés qu'on peut avoir à Paris, ils viennent d'où les provenances d'abord et surtout? Est-ce que ces thés japonais, c'est d'abord une cérémonie ou est-ce que c'est vraiment des feuilles de thé bien spécifiques? Pareil pour les Russes, qu'est-ce que c'est le thé, la géographie du thé? Les feuilles qu'on peut avoir à Paris, elles viennent d'où? C'est comme le vin, la géographie du thé, on peut comparer ça à la géographie du vin. Donc effectivement, il y a des grands crus qui viennent du Japon. Il y en a qui viennent de Chine, d'Inde, du Sri Lanka, de certains pays africains comme le Rwanda, le Kenya ou le Malawi où des thés premium sont en train de se développer. La Corée aussi. Et puis après, il y a une particularité très occidentale, c'est que les Occidentaux ont eu l'idée d'aromatiser les thés. Donc ça arrive à peu près à quelle période, ça, l'aromatisation des thés? Ça commence dans les années 50. Ah, quand même, avec le goût agroalimentaire. Déjà dans les années 50. Alors justement, on y reviendra dans un instant. Il y a des aromatisations traditionnelles, des parfums traditionnels comme les thés qui sont parfumés avec les fleurs ou les épices. Jasmin et compagnie. Voilà, le jasmin, le chrysanthème, le gardénia. Mais il y a en plus effectivement maintenant des aromatisations et qui datent du boom agroalimentaire en Europe notamment. On reviendra dessus avec vous, Sylvain Aurébi. Maison Jugetsudo, justement, là on sait d'où ça vient, a priori du Japon. Mais est-ce que vous pourriez nous préciser d'où viennent vos thés à vous? Je crois qu'on n'est pas loin du mont Fuji. Alors, il y a même dans le Japon, il y a plusieurs origines, mais le plus grand région de production, c'est au pied de mont Fuji. Voilà. Mais sinon, je crois que le région de thé de Kyoto aussi, c'est très réputé. Je crois que c'est par le nom de la ville de Kyoto. Et c'est vrai qu'il y a le Gyokuro, il y a le matcha, le grand cru. Qui vient de Kyoto aussi. Dans l'histoire aussi, c'est très... Le thé, et même thé japonais d'origine, c'est de Kyoto. Mais bon, là, comme c'est un petit jardin, il y a une petite production, au niveau de production, c'est quatrième région. Donc, c'est tout d'abord, c'est l'eau au pied de Mont Fuji. C'est la première zone de production. Voilà, oui. Alors là, vous avez de la chance, il y a quelqu'un qui connaît rien en thé, c'est moi. Pour les Japonais, on parle toujours de thé vert. Alors, est-ce que c'est l'essentiel du thé au Japon, le thé vert, ou est-ce qu'il y a d'autres sortes de thé? Et surtout, c'est quoi ce thé vert? Parce qu'on a l'impression que derrière le thé vert, il se casse beaucoup de choses, alors qu'on nous sert à peu près toujours le même, je sais pas, ce petit goût de chou là. C'est pas toujours très agréable. On voit que vous n'y connaissez rien. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... Alors expliquez-moi les vertus et les arcanes du thé vert. Déjà, le grand différence avec le thé noir, thé anglais, thé chinois, c'est le thé n'est pas fermenté. Donc c'est cuit à la vapeur, même le jour de la cueillette. Donc on arrête tout de suite de fermentation et il n'y a aucun processus d'oxydation. C'est pour ça, c'est pourquoi c'est vous sentez, c'est beaucoup de verdure. Beaucoup de verdure, mais alors par contre je suis très mauvais, c'est que vous dites que c'est pas fermenté alors que le chou a qu'une seule vertu, c'est la fermentation. Oui, mais bon, donc j'ai vraiment une papille pourrie. Verdure, c'est le côté très verdure, je crois. Très bien. Il faut savoir que c'est la même feuille de thé qu'on vous sert, que ce soit du thé blanc, du thé vert, du thé jaune, du thé bleu-vert ou du thé noir, c'est exactement la même feuille. C'est une question de temps de fermentation.
Ou de pas Et le thé, fermentation. pas de fermentation du tout, le thé noir qui est très fermenté. Le thé, dans le monde entier, c'est la même feuille. Oui, c'est le Camellia sinensis. Alors c'est Lydia qui peut vous parler de ça. C'est important, parce que c'est comme ça qu'on devient moins bête. Alors c'est la même feuille, mais c'est simplement une histoire de fermentation, ou est-ce que quand même le terroir, puisqu'on parlait de vin, le même cépage ne donne pas la même chose selon les terres de Bourgogne, des côtes du Rhône? Effectivement, il y a une notion de terroir, il y a une notion de cultivar aussi, parce qu'il existe plein de ce qu'on appelle les cépages dans le vin, il existe plein de cultivars différents pour le thé. Mais initialement, le feuillage d'un théier est vert. D'accord. Quel que soit le cultivar, quel que soit le terroir. Après, il y a l'empreinte, effectivement, du cultivar et du terroir sur le goût du thé. Alors du coup, au Japon, cette fermentation n'existe pas. Voilà, c'est plus une oxydation enzymatique, en fait. On va peut-être pas rentrer dans des détails voilà, donc le thé vert n'est pas du tout oxydé. Le thé noir, que les Chinois appellent thé rouge, est totalement oxydé. Le thé bleu-vert, qu'on appelle communément le oolong, est semi-oxydé. Le thé blanc est naturellement oxydé. Et on a le thé jaune qui est un cousin germain du thé vert chinois qui n'est pas oxydé, qui est légèrement fermenté avec une fermentation microbienne comme on peut l'avoir sur le raisin avec la vinification. Et puis on a une dernière famille un peu à part, la famille des pu'er, que l'on appelle thé sombre et que les Chinois appellent thé noir, qui lui est fermenté réellement. Donc c'est une fermentation microbienne. Merci donc, professeur. Voilà. C'est parfait. Voilà, alors on va faire une petite pause parce que le temps quand même. Ah bah oui, le temps d'ingurgiter tout ceci. Maintenant qu'on est bien au point sur la couleur d'été, on fait une petite pause sur BFM Business dans Goût de Luxe. On se retrouve juste après. Vous allez voir que ça va encore plus loin. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Une petite infusion de goût de luxe cette semaine pour une émission spécialité. Nous sommes toujours en compagnie du dirigeant de Kousmiti, Sylvain Aurébi, de Lydia Gauthier, expert ST, de Maki Maruyama, directrice de la maison de thé Jujetsudo, et de Agnès Desfontaines, directrice de la marque Betchman et Barton. On va venir à vous dans un instant. Sylvain Aurébi, on parlait de l'origine des thés. Bien sûr, chez Jujetsudo, ils viennent du Japon. Les thés chez Kousmiti, ils viennent d'où? D'Inde? De Chine? Ils viennent de partout où pousse le thé, d'Inde, de Chine, de Ceylan. Mais vous parliez de thé russe tout à l'heure, il n'y a pas de thé d'origine russe. Par contre, il y a une culture. Voilà, ce qu'on appelle les thés russes. Figuré du terme. Absolument, ce sont des goûts russes. En fait, le thé russe venait de Chine. Il venait du nord de la Chine par des caravanes de chevaux, de mules, de chameaux. Jusqu'en 1905, qui est l'année de création du transsibérien, le thé venait, depuis le XVIIe siècle, par caravane de chameaux de Chine, en traversant le désert de Gobi et la Mongolie, jusqu'à Saint-Pétersbourg, où les tsars l'ont découvert à cette époque. Et c'est quoi ce goût à la russe? Alors, les thés étaient très forts. Et très amer, et les Russes ont décidé d'y ajouter des épices, des agrumes particulièrement. C'est eux qui ont aromatisé le thé. Je ne sais pas s'ils l'ont aromatisé, mais Pavel Kousmitchov, qui était le fondateur de notre maison, était connu pour ces mélanges de thé avec des fruits, avec des fleurs, avec des épices. Et parce que les thés étaient très amers, étaient très difficiles à boire en nature. Voilà. Chez Betchman et Barton, Agnès Desfontaines, ils viennent d'où vos thés? Eh ben, c'est pareil, hein, de toutes les origines que l'on a citées. Toutes les origines, quand on dit Inde, Ceylan, Chine, c'est quelques-unes des origines par rapport à ce que nous disait Lydia Gauthier, par exemple. Je n'imaginais pas qu'il y en avait en Afrique, par exemple, dont vous oui, mais nous aussi, on a du thé d'Afrique du Sud, on a du thé du Kenya, on a du thé du Laos, on a du thé vraiment voilà, on a 250 sortes de thé, donc ça permet d'avoir un éventail quand même très très large. Et on a aussi beaucoup de thé aromatisé, qui est une vraie demande des clients, et on arrive à faire des choses très très belles aussi dans les thés parfumés. C'est ça le souci, parce qu'au départ, pour les puristes, Lydia Gauthier parfois disent les thés aromatisés, ce n'est plus du thé, où ça entame finalement les vertus, le goût du thé. Allez dire ça à un russe, vous allez voir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Évidemment, ça répond à un certain goût. Oui, mais je pense que c'est... Alors, effectivement, quand on devient amateur de plus en plus éclairé, en général, on glisse naturellement vers les thés d'origine. Mais c'est une superbe porte d'entrée pour pénétrer l'univers du thé, parce que c'est vrai que, en particulier, le palais occidental n'aime pas trop l'amertume et l'astringence, et l'aromatisation permet un peu d'adoucir
le thé. Donc voilà, c'est une porte d'entrée, mais bon, moi je suis un peu une puriste, donc je pousse les gens à aller vers après le terroir et l'identification de pures origines. Et alors quand on est dans la pure origine, un peu comme au Japon, puisqu'ils sont vraiment dans l'origine de leurs feuilles, quand on est dans la rotimatisation, on est dans déjà quelque chose d'assez complexe, mais entre les deux, il y a quand même les assemblages qui font la vertu du thé. C'est peut-être l'étape qu'on a oubliée, qui est la plus importante, c'est celle des assemblages. Benjamin Barton est quand même connu d'abord et surtout au départ pour ses assemblages. Oui, alors ce qu'on appelle les assemblages, ce sont les blends. Donc ça, ça veut dire vraiment des mélanges. Mais quand on fait des thés parfumés, on ne fait pas forcément de mélange. On peut partir sur une base de thé. Voilà, de thé, et auquel on rajoute des huiles essentielles, des morceaux de fruits, des pétales de fleurs. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi toute la richesse du thé. Et c'est vraiment une porte d'entrée pour la découverte. Sylvain Aurébi, justement, vous travaillez vous aussi avec des essences naturelles. C'est ça pour l'aromatisation. Oui. Elles viennent d'où ces essences? Comment on travaille? Parce que alors elles viennent. J'ai pas rappelé quand même que vous êtes un véritable gringo. Vous avez travaillé dans le café aussi. Avant, vous avez l'habitude de déguster les thés, les cafés, travailler le cacao aussi. Vous travaillez tous ces matériaux-là finalement. Donc pour les essences, vous utilisez quoi? Eh bien, les essences viennent de chez les parfumeurs, qui font des essences alimentaires de la même façon, qui font des parfums, à Grasse par exemple, où on trouve beaucoup d'arômes qui sont excellents, ou en Calabre, en Sicile, dans le sud de l'Italie. On en trouve aussi, la noix de vanille vient de Madagascar, par exemple. Donc on va les chercher partout où il y a matière, fleurs, fruits, pour extraire des essences. Et après, on fait des princes Vladimir. Et après, on fait des princes Vladimir en mélangeant. Mais alors là, c'est comme un parfum, il faut créer le mélange. Qui propose ces mélanges? Alors, Prince Vladimir, c'était au siècle d'avant, c'est même pas le siècle dernier. Une recette ancestrale. Donc, c'est une recette ancestrale qui a été créée par Pavel Kousmichov, justement. Mais depuis, moi, je crée des mélanges de thé aujourd'hui, modestement. Et donc, c'est comme la création d'un parfum. Il faut mélanger des feuilles de thé, et puis il faut mélanger des arômes, y ajouter des fleurs, des fruits, pour obtenir le goût souhaité. Chez Benjamin Barton, même principe. Qui est-ce qui construit ces arômes aussi, mais arômes? je travaille avec une aromaticienne, voilà, et on met à peu près 6 mois pour établir une recette, parce que il faut le temps, voilà, que le thé redescende un peu en saveur. Il faut. Oui, c'est complexe finalement. C'est ce que vous disiez. On est véritablement un petit peu dans le parfum, même si, et puis j'imagine que ça change avec l'eau, ça change au fil du temps. On est dans la recette de cuisine, et je veux dire, il faut, suivant les bases sur lesquelles on travaille, ça ne rend pas du tout la même chose. À 1 gramme près, le résultat n'est pas le même. Enfin, il y a vraiment tout un travail. Mais qu'est-ce qui décide du choix d'aller vers, je sais pas moi, un thé plus gourmand, un thé plus fleuri, un thé plus bon bec, je dis n'importe quoi. Bon, c'est l'air du temps, c'est le petit bonheur, le doigt, ou bien c'est vous dites tiens, le public actuellement aime bien ce genre de goût, de saveur, voire de texture, c'est difficile avec le thé, mais vous allez vers le goût du public. Nous, on travaille beaucoup le sur-mesure, donc c'est vrai qu'on est énormément à l'écoute de nos clients, que ce soit des hôtels, que ce soit le client final, voilà, et c'est beaucoup le client qui nous amène aussi à aller vers certains types de parfums. En ce moment, voilà. C'est quoi Et en ce moment, on a un super thé des invités, voilà, c'est celui-ci, et donc, qui est un thé sur une base de thé vert de Chine, avec de la rose et du litchi. Et jasmin aussi un petit peu. Voilà, une petite pointe de jasmin, et c'est vraiment très très agréable. Et c'est ce que j'allais vous dire. Moi, vous allez peut-être me contredire, messieurs, dames, mais grosse tendance sur le thé vert depuis quelques années. C'est vos plus grosses ventes, Sylvain Aurébi? C'est une grosse vente. Ce ne sont pas les plus grosses ventes, mais c'est vrai que le public demande de plus en plus de thé vert. C'est un snobisme ou c'est des vertus? Non, alors les vertus, on pourrait faire une émission entière là-dessus. Je m'y risquerai pas. Mais c'est vrai que le goût des gens va vers des thés qui sont un peu moins forts que les thés noirs de Ceylan ou d'Assam classiques. Et ils cherchent un petit peu cette finesse. On arrive aujourd'hui à leur donner des goûts un peu particuliers grâce à cette aromatisation. Enfin, la vente, c'est encore 40% de thé noir et 60% de thé noir et 40% de thé vert. Donc on n'est pas encore, on n'a pas retourné la vapeur. Ce qui est représentatif de la production mondiale, puisque c'est 60% de thé noir et ça doit être 30% de thé vert. Et 10% pour les autres couleurs. Pardon. Non, juste pour la maison de thé Jugetsudo, depuis tout à l'heure on parle du thé vert comme s'il n'y en avait qu'un, mais vous rappelez, vous proposez plusieurs thés verts, même s'ils ne sont pas forcément aromatisés. Est-ce qu'on pourrait dire un mot du matcha? Parce que peut-être c'est quand même le plus connu. C'est pas le fruit, c'est le poudre. Eh oui, déjà, c'est pas des feuilles, c'est en poudre. C'est le seul thé qui a la forme de poudre. Et donc, c'est pas. On a c'est un vrai faux thé.
Voilà. C'est un vrai côté. La préparation C'est un tout thé à façonné, fait, oui. Tout à fait différent que les autres thés. Alors, sur les thés verts japonais, justement, est-ce qu'il y a comme ça une gamme chromatique, une gamme de saveurs olfactives qui est différente? Comment vous travaillez les thés, votre thé vert, pour que, justement, il y ait une évolution du goût, que ce soit toujours le même? Oui. Alors, la différente variété? Oui, que ce soit les variétés du thé vert, ou même comment vous le travaillez au Japon. Je sais pas, moi j'ai pas les techniques, mais est-ce qu'il est torréfié pour qu'il y ait des nuances de goût, que ce soit pas toujours le même thé vert? Le thé torréfié, il y a le thé, bon, c'est pas aromatisé, mais aromatisé naturellement avec du riz grillé. Et sinon, il y a, voilà, fameux gyokuro, c'est un peu le même façon de culture que matcha, en fait. C'est le fruit de thé qui a été couvert pendant 3 semaines. D'accord, selon les techniques. Voilà, il y a le technique, oui, différent aussi comme ça pour faire varier le thé japonais. D'accord, quel est si on doit débuter avec un thé japonais quand on a un novice, qu'on n'est pas très habitué, quel est le premier thé, un thé débutant qu'on doit déguster pour monter après? Le sencha, c'est comme Darjeeling, tout le monde connaît maintenant, c'est le sencha, c'est classique. Alors ça, c'est le thé de base, c'est le thé pour les... Oui, c'est le base. Le thé vert pour les nuls, c'est celui-ci. C'est pas du tout pour les nuls, parce que le sencha, non, mais pour les nuls, c'est pour ceux qui commencent. Mais disons que c'est un goût accessible, Emmanuel. Voilà, un thé facile. C'est pas ouvert. Il n'est pas trop iodé, il n'est pas trop végétal, comme vous le disiez tout à l'heure, donc ça passe. C'est parce que c'est difficile au départ le thé vert. C'est un bon rapport qualité-prix parce que, comme pour le vin, on peut très vite grimper en prix sur des grands crus de thé. Alors voilà, sencha, je commence par ça. Après, quand j'ai commencé déjà à prendre du plaisir, à glisser dans la volupté du genre, quel genre de thé vert je peux commencer à... Tout le monde, ce qu'on vend plus, c'est le genmaicha, c'est ce que j'ai dit, le thé vert au grain de riz grillé. Ça c'est accessible. Oui, mais c'est très spécifique. Et c'est très bon et ça se boit glacé également, c'est excellent. Vraiment. À tout le monde peut aimer très rapidement. Vous en faites du genmaicha, on fait du sencha. Absolument. Ouais, mais c'est difficile parce que là, vous avez les petites boîtes version japonaise, vous faites version cosmétique. Ça, c'est important aussi. On voit Lydia Gauthier, ce qui a évolué au fil des ans. C'est tout le marketing et tout... comment on dit? L'emboîtage, l'emballage autour du thé. Aussi. Oui. C'est bien ça, c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire? C'est un cache-misère ou c'est une vérité du thé? Ah non, c'est une vérité du thé. Enfin, vous voyez, les boîtes, elles sont quand même moi, je les trouve super, magnifiques. C'est vrai qu'elles ont une identité par rapport justement aux valeurs intrinsèques de l'identité de la marque. Enfin, Bedgman & Barton, on est vraiment dans un esprit très occidental, anglo-hollandais, et avec Jugetsudo, on est dans un esprit très japonais, enfin, sur des motifs... Ouais, quand on les voit, ça fait des jolies boîtes de pinceaux après. Vous savez que les boîtes de Kousmiti étaient les mêmes au début du 19e siècle. L'étiquette était la même. Elle a d'ailleurs été dessinée par le fondateur. Si vous regardez bien l'étiquette de Kousmi, c'est la vue de Saint-Pétersbourg. Vous avez la cathédrale Saint-Isaac, Pierre le Grand sur son cheval devant, qui se reflète dans la Neva. Et donc ça a été dessiné par le fondateur. Les boîtes ressemblaient beaucoup à ça. Alors on les a un petit peu mises au goût du jour, mais ça existait déjà à l'époque, le marketing. Et vous les fabriquez en France, vos petites boîtes de thé là? Alors nos boîtes de thé, on les fait en France maintenant, effectivement. Elles étaient fabriquées en Chine il y a une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à les rapatrier près d'Orléans. Allez, on va ouvrir ça va faire plaisir à Monsieur Montebourg. Ah, c'est bien, vous travaillez pour la France, Sylvain. Et on va ouvrir nos boîtes de thé, on va déguster un petit peu tout ça, parce qu'il faut aussi avoir un nez pour déguster le thé. On se retrouve tout de suite. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Quand le thé sort du salon Goût de luxe lui consacre une émission. Nous sommes toujours en compagnie du dirigeant de Kousmiti, Sylvain Aurébi, de Lydia Gauthier, expert ST, d'Agnès Desfontaines, directrice de la marque Bedgman & Barton, et de Maki Murayama, directrice de la maison de thé japonaise on dit Juge alors Jugetsudo. Jugetsudo, je suis désolée pour la prononciation. Alors justement, on va faire un petit test puisqu'on a commencé à voir d'où venaient les thés des uns et des autres. On a vu le paquet. Fermez la boîte parce que j'ai entendu le mot test. Auprès de... mais elle est cassée. Non, voilà, faites doucement. Voilà. Cette jolie boîte prêtée par Bedgman & Barton, on va essayer de deviner ce qui... Parce que c'est vrai qu'on parlait des thés aromatisés. Donc déjà... Alors est-ce que forcément c'est du thé vert? Oui, déjà. Il est vert. Donc ça, c'est du thé vert. Il y a beaucoup de thé vert. Je peux vous dire qu'il y a du thé vert. Après, il doit y avoir des
Il y a des petites fleurs. Oui, rouges plutôt. Donc ça doit être et puis il y a du pétale de quoi? Pétale de quoi? Pétale de quoi? Bah oui, je demande à Emmanuel. De quoi? Pétale de quoi? De quoi? Non, de quoi? De quoi, pas de quoi? Non, pas de quoi? Je sais pas, vous êtes parfumeuse. De rose. Il y a de la rose. C'est petite rose, hein, c'est du bouton de rose. Un fruit jaune. Raté. Non, il y a un petit peu de... Il y a des fleurs de jasmin. Les Vous voyez, voilà, hop. Ouais. La voici. Fleurs de jasmin. En fait, c'est à Sylvain Aurébi qu'on aurait dû faire parce que lui, c'est ça, parce que nous, on est C'est nuls. pas drôle, parce que j'aurais perdu, je serais passé pour un Rouge jasmin tocard. Teller. Faut pas du tout faire Rouge ça. jasmin Teller. Et huile essentielle de litchi. Ah, c'est le litchi. litchi. Voilà. C'est C'est ça. le litchi qui, voilà, qui sent le un petit peu, fruité, ouais, voilà. exactement. Un Comme peu on est l'agrume, nuls. enfin qui n'est pas de l'agrume, mais... C'est vraiment comme de la sommellerie. Vous savez, il y a des jeux, Lydia Gauthier, où on nous fait découvrir quand on apprend à déguster le vin, ses différents parfums. Là, c'est exactement la même chose. Le thé, ça commence... La dégustation commence par le nez. Par la vue et le nez, oui. C'est comme le vin, c'est comme le parfum aussi. Et donc, on peut s'amuser à accorder le thé au mets, aussi bien salé que sucré. Vous aviez fait un ouvrage Thé et Mets, Subtiles Alliances en 2008, sorti chez La Martinière. Et là, vous êtes allé plus loin pour la Milk Factory. Il y a 2 ans, vous avez fait thé et fromage. Oui, ça c'est on osé. regarde avec des grands yeux, mais c'est un accord qui marche très bien. C'est extraordinaire. Et qui est même parfois plus simple à faire qu'avec le vin. Parce qu'on n'a jamais ce goût métallique qu'on peut avoir de temps en temps d'interaction entre certains vins rouges avec certains fromages. Avec le thé, on arrive vraiment à trouver, à accorder tous les fromages français, par exemple. Toute la carte des fromages français peut être accordée avec un thé. Vous avez dit ça, Emmanuel. Alors j'imagine que selon les cultures et les traditions, le thé se sert plus ou moins ébouillanté. Oui. Mais lorsqu'on s'amuse comme ça, accompagner tout un repas de thé, on voit quelques restaurants à Paris. On parle beaucoup d'un restaurant comme Yamcha, Adil Gratar, qui a travaillé, qui a carrément une sommellerie d'été qui accompagne comme ça ces restaurants. Quelques restaurants chinois s'ils font, alors que c'est pas du tout dans la culture chinoise. On voit quelques jeunes chefs chinois qui aujourd'hui travaillent en France s'intéresser comme cela à une cuisine qui accompagnerait des correspondances entre thé et mets. On doit le servir comment le thé? Pas trop chaud j'imagine parce que ça emporte tout. C'est vrai qu'initialement le thé est plus un breuvage chaud. Mais pour le coup, notamment pour les accords thé et fromage, c'est intéressant de jouer sur la température de service du thé. Jouer sur des contrastes ou au contraire sur une température ambiante qui va aller beaucoup mieux avec certaines pâtes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec le thé plus qu'avec le vin, c'est qu'on a une grande amplitude thermique à notre disposition. Chez Kousmiti, on le sert comment le thé? Chez les Russes Au café Kousmitchov sur les Champs-Élysées. Brûlant comme non, on ne le sert pas brûlant. En fait, c'est les thés noirs qu'on peut servir très chaud. Et en fait, les thés verts ou les thés blancs, on les sert à 80-85 degrés, vous voyez, un peu moins. Alors, les thés japonais, il faut demander à Nancy comment ça se passe. Parce que là, pour le coup, on les infuse très peu, les thés japonais. Et je crois qu'on ne met pas d'eau trop... bouillante en fait. C'est très précis. Ça dépend de la variété, mais genmaicha et hojicha, on peut faire l'eau bouillante. Ça c'est facile, même préparer, c'est au goût aussi, mais la préparation c'est facile à tout le monde. Par contre, sencha, il faut faire baisser la température avant d'infuser. C'est ça, c'est quand même très précis. Il faut aller justement dans votre maison de thé 95 rue de Seine, dans le 6e arrondissement, parce que aussi il y a chez les Japonais toute une cérémonie du thé qui accompagne, pas pour tous les thés, mais on peut au sous-sol découvrir cette fameuse cérémonie du thé japonaise. C'est avec poudre de thé matcha, Voilà, la poudre de thé matcha dont on parlait. Et là, ça se fouette. Voilà, on prépare dans un bol. Ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin de théière, c'est juste un bol et le fameux fouet pour fouetter le thé vert matcha. Ça, c'est étonnant. C'est comme une mousse. Oui, comme une mousse, Lydia Gauthier. Et on mange la feuille, donc c'est très tonique. C'est bien pour faire la fête toute la nuit. C'est ça. Ça va commencer à vous intéresser. Chez Betchman et Martin, là aussi, quand je disais, le thé est sorti du salon de thé finalement aujourd'hui. Vous avez au Baraté. Au Baraté, vous avez ouvert un Baraté en 2012. On a aussi des cocktails à base de thé. Et vous travaillez vraiment là-dessus. Moi, je travaille beaucoup un peu sur l'évolution du thé. Et justement, ce qui est intéressant, c'est pas de le boire que chaud. Et donc, pour Emmanuel, ça sera parfait parce que ça nous permet
permettra de l'amener à autre chose et d'avoir des cocktails de thé, on a déposé la bulle de thé. Alors c'est quoi la bulle de thé? C'est un thé pétillant, voilà, que l'on fait pétiller, mais qui est un thé naturel. Donc on fait ça sur plein de bases et d'origines différentes. Et c'est glacé. Et on a toute une panoplie de cocktails vraiment intéressants. Comme ça sur de nouveaux codes de thé, surtout une manière de le pratiquer. Est-ce que 2 ans après justement l'ouverture de ce bar à thé, on a vu un nouveau public arriver, justement un public qui sortait un petit peu des vieilles dames à la Jacques Faisan qui allaient dans les salons de thé? Oui, complètement. Elles ont laissé leur parapluie. Je suis vache, mais il y a aussi les jeunes bobos. Ça fait tellement longtemps que je vais pas aller dans un salon de thé, Emmanuel. Elles ont laissé leur parapluie et leur chapeau. On pourrait dire les jeunes mignonnes aussi du Marais, mais elles ont changé. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a que des femmes? Ah non, pas du tout. Il y a beaucoup. Et c'est ça qui est magnifique avec le thé, c'est que même des hommes, justement, avec les cocktails de thé, des hommes qui sont pas du tout thé, qui veulent pas en entendre parler et tout, finalement, on arrive... Dans les bars les plus branchés, on arrive à trouver des cocktails Alors, au thé. Au café Kousmitchov, vous avez des cocktails avec de la vodka, parce que nous, on est russes, on est bien obligés. Alors, pour Emmanuel, il y a le Kousmiskaya, le Kousmiroska, le Kousmipolitan. Vous pourrez venir découvrir ça avec modération. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, Emmanuel, et qu'il a l'esprit polémique, c'était intéressant tout ça. On a vu un petit peu la géographie, les manières de le présenter, les manières de le travailler. Alors, les blends, bien sûr, les aromatisations, mais puisqu'on parlait de semellerie, on voit beaucoup dans la semellerie quand même tout un tas d'amateurs et puis aussi de vignerons qui vont de plus en plus à l'essentiel, qui veulent l'intégrité du goût. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des maisons à Paris ou quelques théophiles qui, eux, justement, on l'a un tout petit peu évoqué dans cette heure d'émission, qui, eux, sont beaucoup plus dans la pureté de la feuille pour la feuille? Est-ce que ça existe vraiment? Parce que tout ce qui se passe là participe d'une culture du thé. Tant mieux, ça crée une nouvelle dynamique. Mais est-ce qu'il y a quand même, j'allais dire, ceux qu'on a un peu zappés, les intégristes qui disent oui, mais moi, les blends, les assemblages, les machins, je veux plus en entendre parler, je veux une radicalité du thé. Oui, et pour le coup, je pense que c'est peut-être... cela. Ils me plaisent en vérité. C'est beaucoup plus flagrant peut-être que dans le café, si on devait faire une comparaison. En général, les amateurs éclairés de thé deviennent vite des intégristes et des puristes. Donc on a effectivement une clientèle qui se développe, de gens qui cherchent des grands crus, et c'est comme pour le vin, on a en amont dans les zones de production la notion de petits producteurs, d'agriculture raisonnée, de bio, ou moi je suis pas forcément pour le bio, mais en tout cas pour l'agriculture raisonnée et pour le respect de son terroir, et ça c'est vraiment quelque chose qui se développe dans toutes les zones de production aussi. Et aujourd'hui les grands crus de thé, si on pouvait en citer 5-6 qui fassent rêver, je sais pas, dans le vin on va vous dire, je sais pas, de la Romanée-Conti en Bourgogne, ou quels sont les grands, alors là j'imagine c'est pas forcément des constructeurs, mais c'est quoi les grands noms du thé aujourd'hui? Alors les grands noms du thé, on va commencer par le Japon. Déjà il y a le Gyokuro qui est un thé qui est très réputé, qui est très moelleux, avec des grands crus qui viennent pour les plus beaux de la région de Kyoto. Vous avez en Chine, le pays du thé où il y a les 6 couleurs de thé, il y a un thé qui est très connu internationalement, c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas qui est reconnu par l'Union européenne en AOP depuis 2011, c'est le Longjing. Qui veut dire plus du dragon, un thé et que chinois. vous retrouvez notamment à la maison des Trois Thés dont on parlait tout à l'heure. Malheureusement, il faut terminer, il faut laisser la place à la revue de presse d'Émeric Mantoux, mais on retrouve bien sûr. Et finalement, vous savez, la conclusion, c'est que peut-être qu'on va y entrer par là, par les thés aromatisés, et puis petit à petit, on va y arriver au grand coup. C'est comme quand on découvre le vin. Et c'est peut-être ça ce qui s'est passé, la bonne avec le whisky. Non, on n'a plus le temps. Et réciproquement. Sylvain Aurébi, mille merci à vous d'avoir été avec nous. Mesdames, vous restez encore un petit peu avec nous le temps de la revue de presse. Merci. On retrouve le café Kousmitchov au 71 Champs-Élysées. Merci beaucoup à vous. Allez, la revue de presse. Goût de luxe, la revue de presse. Émeric Mantoux pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Karine, bonjour Emmanuel. Vous êtes plutôt thé ou café? Les deux. Bon, très bien, vous pouvez rester. C'était la bonne réponse. Allez, pour la revue de presse aujourd'hui. On se prend pour Catherine Sellac. Le Roadbook. Alors vous aimez les belles voitures? Oui, et comme on est dans Goût de luxe, on aime aussi les objets de luxe. Et Roadbook c'en est un. C'est un magazine suisse, plutôt noir et blanc dans l'esprit, très vintage, qui est dédié à la belle voiture, à la belle automobile. Donc plutôt les anciennes, mais elle néglige pas pour autant les voitures contemporaines. Et elle consacre cette revue, ce trimestre début 2014, un dossier complet à Bugatti et à une fameuse course de côte. La course de côte, Emmanuel, qui sait toujours tout. Il y en a eu plusieurs. Au Long-Villard, la célèbre, mythique course de côte au Long-Villard. Et donc les courses de côte, c'est pas fait qu'avec des vieilles guimbardes ou avec des vieilles Simca 1000, c'est aussi fait avec des Bugatti. Après tout, on est en Suisse, on a les moyens, donc pourquoi se priver? C'est pas sur la neige, hein. Bugatti jusqu'à l'Aveyron. Non, c'est pas sur la neige quand même.
jusqu'à la Bugatti Veyron, le monstre des monstres. Exactement. On peut y amener le dernier modèle comme les plus anciens. Allez, autre chose dans The Economist, ça y est, vous êtes international. Hein, oui, il faut. Un article qui s'appelle Signs of the Time. Finalement, c'est de la pub sur les murs, quoi. Oui, c'est ça. On n'a pas inventé les billboards. C'est un peu l'ancêtre du néon, en fait, à l'époque où il n'y avait pas ni la télévision, ni la radio, ni rien. C'est un artiste anglais qui est parti, un photographe qui est parti à la recherche un peu, cette publicité fantôme, ces anciennes publicités peintes sur les murs en briques qui se sont un peu affadies comme ça avec le temps et qui prennent un relief, une patine particulière avec les briques souvent, les murs de briques sur lesquels elles étaient peintes. Et on voit comme ça des correspondances, parfois des publicités peintes par-dessus les unes des autres. Et donc il y a un très beau portfolio de ces ancêtres des néons. Finalement, on est un peu à Las Vegas avant l'heure de la réclame pour le clip flamingo. Et il y a des choses assez amusantes avec ça raconte aussi pas mal de choses sur l'époque, sur on louait pas des taxis ou des VTC à l'époque, c'était plutôt des attelages de chevaux. Et puis il y en a qui ont été recouvertes par des publicités plus récentes pour la télévision justement. C'est assez amusant de regarder ça avec un petit brin de nostalgie comme ça toujours le faire avec chic et intelligence les Anglais. Donc pas de chocolat meunier chez les Anglais, mais en tout cas d'autres signs of the time dans The Economist. Allez, nous on est plutôt thé que chocolat aujourd'hui. Merci à vous Maki Maruyama, directrice de la maison de thé japonaise Jugetsudo. Merci à vous Agnès Desfontaines, dirigeante de la marque Betchman et Berton. Merci à vous Lydia Gauthier. Je rappelle 1001 secrets de thé aux éditions Pratt, c'était en 2012, et le thé arômes et saveurs du monde chez Aubanel en 2005. Des ouvrages qui font référence à la matière. Mille merci Émeric Monteau. Je crois que vous partez en vacances, vous nous laissez un petit peu tomber, mais on vous retrouvera je vous laisse tout bientôt. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause dans Goût de Luxe et on se retrouve pour parler café. On vous l'avait promis, hein, c'est la pause café maintenant. Ça va être beau.